Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce direct de ce jour où nous recevons Monsieur Digne Okombi Tchalisson, l'honorable député d'élu de Ngo. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler donc de l'actualité. Aujourd'hui, je rappelle que Monsieur Digne Elvis Okombi Tchalisson est donc député de Ngo et puis coordonnateur de la dynamique Pona Ekolo. Hier, le 1er juillet, nous avons vu sur la toile une note signée du ministre Raymond Zéphirin Boulou qui interdit les activités des associations qui mènent des activités à caractère politique. Mais sur la toile, beaucoup de gens ont pointé du doigt à M. Digne Elvis Okombi Tchalisson et sa dynamique Pona Ekolo. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs. Je suis assisté de Lévan Valentin qui est avec moi et notre invité, donc Digne Elvis la ville. Bonjour, honorable. Honorable, vous me recevez? Bonjour, honorable. Bonjour, Manassé. Bonjour à Lévan. Alors, Lévan Valentin. Bonjour, Manassé. Bienvenue sur ce plateau de Tribune Nord, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de nous suivre. Nous sommes donc avec Monsieur Digne Elvis Okombi Tchalisson, député de Ngo, député national, l'élu de Ngo, et Monsieur Lévan Valentin. Alors, Monsieur Digne Elvis Okombi Tchalisson, vous allez devoir un tout petit peu régler votre caméra parce que ça vous coupe la tête en tout cas. On ne va pas dire que voilà, donc là au moins on vous voit bien. Vous êtes président coordonnateur de la dynamique Pona Ekolo. Mais avant de parler de Pona Ekolo, vous étiez donc, je parle bien au passé, vous étiez président de l'Union pour le mouvement populaire, l'UMP. Où sommes-nous avec l'affaire UMP aujourd'hui, où vous avez été chassé, s'il faut dire, du parti dont vous avez été leader, vous étiez visionnaire du parti. Monsieur Digne Okombi Tchalisson. Non, mais je crois que le problème de l'UMP a beaucoup évolué. Voilà. Il faut expliquer pour les amis qui nous suivent les faits de façon qu'on puisse se comprendre. Nous nous sommes réveillés un matin où un certain nombre des amis qui étaient avec nous ont fait une déclaration disant qu'ils avaient chassé du parti le président du parti qui les avait nommés à ces fonctions. Nous avions dit dès le départ qu'il n'y avait pas péril dans la demeure et que c'était les aventuriers. Voilà. La preuve, c'est que plus de 6 mois après, tous ceux qui faisaient l'agitation au nom de l'UMP, d'autres sont partis au PCT, d'autres ont créé 10 ans de partis, d'autres sont partis dans d'autres partis qui existaient. Donc, les seules personnes qui sont restées à l'UMP en train d'attendre que la procédure que nous avions lancée au niveau de la Cour suprême aboutisse, c'est bien moi qui suis président du parti, les autres élus de l'UMP et puis les militants et vrais sympathisants de notre parti qui sont restés là où ils ont toujours été. Donc, pour nous,
ce débat est dépassé. Nous avions saisi la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême. Voilà. Et nous sommes sûrs et certains que si n'eût été la crise du Covid-19, nous aurions eu déjà une décision de la Cour suprême parce que les délais sont largement dépassés. Et nous pensons que dans les toutes prochaines semaines ou les prochains mois, nous aurons une décision qui va nous rétablir dans nos droits. Voilà. Honorable, on a appris que le récépissé de l'UMP a été retiré. Comment est-ce que vous allez reprendre la main, sauf si la justice décide autrement? Est-ce que vous êtes sûr d'abord, parce que vous aurez un conflit personnel certainement avec le ministre de l'administration du territoire. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir reprendre l'UMP? Pas du tout. D'abord, il faut que nous puissions arriver à dédramatiser les faits. Voilà. Les gens, ceux qui parlent de mes relations avec mon grand frère, le ministre de l'Intérieur, ne savent pas quel est le parcours que nous avons eu ensemble. Voilà. J'ai été pendant plus de 9 ans vice-président de la CNI et je crois que je peux le dire sans fausse modestie, avoir été parmi des personnes qui avaient des très bonnes relations avec le ministre de l'Intérieur qui est pour nous un aîné. Je crois qu'il n'y a pas un problème personnel. Voilà. On dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Il y a une décision administrative qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. Que cette décision soit fondée ou pas, mais les moyens de recours existent. Et nous, on a fait état justement à la Chambre administrative de la Cour suprême parce que c'était l'unique voie de recours qui existait et qui nous était possible. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème d'individu, c'est pas un problème personnel. Aujourd'hui, nous attendons que la Cour suprême puisse prendre la décision de nous rétablir dans nos droits. Alors, Monsieur Digne Elvis, vous êtes aussi coordonnateur de la dynamique Pona-Ekolo. Avant de poser cette question, je vais donner la parole à Lévan Valentin. Peut-être que Lévan a la question à poser sur l'UMP. Lévan Valentin. Bonjour, Monsieur Elvis Talisson. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question serait donc de savoir qu'est-ce que vous voulez simplement dire par ce slogan que personnellement je trouve un peu qui est de la tambouille, ce slogan de « Il y a Dieu dans cette histoire ». Est-ce que c'est donc pour dire aux Congolais que c'est Dieu qui vous a politiquement parlé pour que vous puissiez soutenir le président actuel de la République du Congo, ou c'est sans doute par instinct de survie politique que vous réalisez cela? Non, il faut d'abord dire que l'UMP est un parti démocrate chrétien. Voilà, donc nous fondons le sens de nos engagements par rapport aux convictions qui sont les nôtres. Voilà, et la majorité des partis du centre ici, nous avons les partis de gauche, qui sont les partis de la social-démocratie et tout le reste. Nous avons les partis de droite. Nous incarnons ce que nous appelons ici les partis du centre, avec comme fondement idéologique la démocratie chrétienne. Voilà. Donc, tel que le nom le dit, lorsque nous disons il y a Dieu dans cette histoire, c'est le fondement même idéologique de notre croyance. Voilà. Alors, monsieur l'honorable député, l'UMP, pour l'instant, n'existe quasiment plus, s'il faut le dire. Mais à quel nom vous allez peut-être soutenir le président de la République, puisque c'est votre candidat potentiel, s'il faut le dire? Est-ce qu'en tant qu'individu, vous allez adhérer à un autre parti politique avant qu'on parle de Pona-Ekolo, qui est une simple association? Bon, je crois que mon frère Manassé, dans le parcours d'un homme, il y a ce qu'on appelle une traçabilité. Voilà. Notre engagement politique date quand même de plus d'une dizaine d'années. Au stade actuel, nous n'avons plus rien à prouver de ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui est le patron, voilà, il sait ce que chaque cadre politique est capable de faire sur le terrain, de faire pour lui. Donc, si demain le président de la République veut que nous puissions servir dans le cadre de cette campagne qui va commencer,
il nous confiera les missions que nous soyons même à la maison sans mouvement politique. Mais parce qu'il croit fermement à ce que, en tant qu'individu, en tant que cadre, ce que nous sommes capables de faire dans le cadre de sa victoire. C'est pour dire que il ne faut pas enterrer l'UMP trop tôt. Je crois que nous sommes dans une situation d'attente. Voilà. Il est important que nous puissions, si l'on croit à la démocratie, il est important que nous puissions croire d'abord aux institutions de notre pays. Voilà. Nous avons fait recours au niveau de la Cour suprême. Voilà. Et je vous disais tantôt que les délais sont dépassés, mais depuis longtemps. Mais la crise à coronavirus n'a pas permis qu'il y ait reprise des audiences au niveau de la Cour suprême. C'est la semaine passée que les audiences ont commencé au niveau de la Chambre civile. Vous voyez que nous suivons le dossier. Voilà. Et au niveau de la semaine prochaine, il y aura reprise au niveau de la Chambre administrative. En ce moment-là, il y aura une audience qui sera préparée pour que le dossier y un peu puisse passer. Ce que je voudrais déjà dire, ce qui est déjà un fait, c'est que lorsque les juges de la Cour suprême ont demandé au ministère de l'Intérieur d'apporter les éléments de preuve pour prouver le pourquoi de cette décision, et je peux déjà vous dire que jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a jamais apporté un élément pour prouver la légalité de l'acte. Voilà. En droit administratif, il est avéré que lorsque celui qui a posé un acte n'arrive pas par la suite à prouver, à la suite d'une procédure contradictoire, le bien fondé de son action, ça veut dire que l'acte sera pur et simplement retiré. Ayant juste confiance aux institutions de notre pays, le reste, comme nous disons, il y a Dieu dans cette affaire, laissons Dieu faire. Il y a Dieu dans cette affaire. L'UMP aussi est accusé quelquefois d'être un parti de la majorité présidentielle, alors que administrativement, vous êtes enregistré en tant que parti du centre. Est-ce que c'est un camouflage que vous avez pu faire juste pour pouvoir trouver de la place au soleil, ou vous êtes réellement un parti du centre? Non, mais il faut qu'on se le dise. Le centre, en tant que positionnement, est un positionnement idéologique. Voilà. Nous sommes partis du centre par rapport à notre idéologie, comme je disais tantôt, la démocratie chrétienne. Ce qui est différent de notre engagement politique. Voilà. En tant qu'engagement politique, puisque nous n'avions pas eu de candidat en 2016, nous avions soutenu la candidature du président actuel. Voilà. Mais la confusion qui existe parfois chez nous, dans notre pays, c'est que on est de la majorité présidentielle lorsqu'on a un accord de gouvernement avec le parti au pouvoir. Voilà. Et cet accord de gouvernement de la majorité se lie à travers les partis politiques qui ont des élus au niveau de l'Assemblée nationale, disons du Parlement. Mais au stade actuel, nous n'avons pas un accord politique ou un accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, mais c'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que nous sommes des forces de la majorité présidentielle. Voilà. Si vous m'aviez posé la question de savoir… Est-ce que vous prenez part aux réunions de la majorité présidentielle? Pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que la nuance que l'on peut introduire, c'est que si vous me posez la question de savoir, est-ce que je suis de la mouvance des forces politiques qui soutiennent l'action du président de la République, je vous dirais oui. L'UMP est dans la mouvance des forces politiques. Vous soutenez l'homme? Mais nous soutenons le président de la République, qui a été le candidat que nous avons soutenu pendant l'élection présidentielle. Et je dis encore qu'on ne peut être dans une majorité présidentielle que sur la base d'un accord politique sur la gestion du pouvoir. Nous n'en avons pas avec le parti au pouvoir. C'est ce qui fait que nous ne serons pas la majorité. Donc, il n'est pas exclu que demain, si nous avons un accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, que nous puissions être dans cette grande majorité qui incarne. Mais ça sera parce qu'on se serait assis et qu'on se serait accordé sur un certain nombre de choses. Mais pour le moment, nous disons que nous soutenons l'action du président de la République et nous le faisons sans condition jusqu'aujourd'hui. Voilà, cette question était une question de nos internautes. Et donc, Kwanga, je ne sais pas s'il est du côté de Brazzaville ou hors du Congo. Alors, Monsieur Digne Elvis, on a école créé le 20 avril 2015, qui a pour mission de contribuer au développement national par la sensibilisation, la mobilisation et la conscientisation de la population contre les antivaleurs et la manipulation des jeunes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous menez des activités qui vous sont reprochées à caractère politique? Est-ce que c'est une espèce de camouflage que vous faites pour pouvoir donner votre soutien à celui qui ne s'est pas encore lui-même présenté comme candidat, mais vous le soutenez déjà en amont comme candidat à sa propre succession? Je parle ici du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous ne voyez pas que vous faites déjà une pré-campagne alors que nous ne sommes pas encore en période de campagne? D'abord, il faut dire à ceux qui nous suivent que la campagne LICA a été lancée, ça fait une année. Voilà. Et nous sommes ici à la 3e phase de la campagne de LICA. La première phase a été l'élargissement de Pona Ekolo. La 2e phase a été le talent LICA, talent de l'espoir. Et la 3e phase, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous appelons les débats décentralisés avec ce que nous appelons la mise en place des comités de soutien. Voilà aujourd'hui ce que nous appelons la campagne LICA. Il est important que ceux qui nous suivent, les Congolais, nous puissions faire la différence entre ce qu'on appelle l'engagement citoyen, voilà. Et aujourd'hui, l'engagement citoyen, vous avez aujourd'hui des mouvements citoyens au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que le ballet citoyen, les FIMBI et les autres, qui ont mené des grandes luttes, les grands combats en Afrique de l'Ouest, en RDC aujourd'hui, pour l'avènement de la démocratie et qui émettent des avis sur un certain nombre de sujets, mais qui sont parfois d'ordre politique, mais c'est un engagement citoyen. Voilà. Nous avons dans notre pays un peu trop d'amalgame, voilà. À chaque fois qu'on veut parler d'un fait politique, à chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, à chaque fois qu'on veut parler de la culture, à chaque fois on a toujours l'impression de tout lier à la politique. Non, mais c'est pas le fait, c'est pas le cas. L'engagement de Pona Ekolo est un engagement citoyen, voilà. Et nous aimons le répéter. Voilà. L'engagement politique commence lorsqu'on va à la conquête du pouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, nous saluons une fois de plus la décision que le ministre de l'Intérieur a prise depuis hier, voilà, de recadrer les choses pour que nous puissions tous savoir que ceux qui ont le droit de faire de la politique ou d'aller à la conquête du suffrage universel, ce sont des partis politiques. Voilà. Le reste, ils doivent faire les activités par rapport à l'objet de leur association. Et nous, en tant que Pona Ekolo, nous sommes dans cet objet, voilà, de la création. Il s'agit pour nous d'éduquer les citoyens, de faire des campagnes de sensibilisation, d'élever la conscience citoyenne des populations, parce que lorsque la conscience citoyenne des populations n'est pas élevée, on peut vivre ce que nous avons vécu dans le passé. Voilà. Nous avons eu. Il y a quel rapport entre éveiller les consciences des citoyens et à longueur de journée nous bombarder des messages du genre soutenir le président, Denis Sassou Nguesso, la réélection de Denis Sassou Nguesso? Il y a quel rapport entre ce que vous dites et ce que vous faites sur le terrain? Ne voyez-vous pas que le ministre Moulou, sa note a ciblé Pona Ekolo? Est-ce que les internautes le disent? La majorité des jeunes le disent, ceux qui sont animés aujourd'hui par le net. On sent que c'est une décision qui est visée Pona Ekolo parce qu'on veut à tout prix terrasser la personne qui est digne Elvis Okomi Talisson. Déjà, qu'on l'a ravi, qu'on est en train de le ravir l'UMP, et aujourd'hui, on veut l'interdire aussi Pona Ekolo. Soyez un peu plus clair sur cette question. Manassé, je pense qu'on n'a pas autant de valeur. Non, on n'a pas autant de valeur. Non, mais vous avez quand même été ministre du gouvernement Mwamba. Non, on n'a pas autant de valeur. Je pense que vous parlez là quand même à un ministre de l'Intérieur dans un pays. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Voilà, un ministre de l'Intérieur ne peut pas rentrer dans son bureau, prendre une note pour un individu. Voilà, si cela est vrai, vous me donnez trop de valeur que je n'ai peut-être pas. Non, je pense qu'il faut encourager le ministre de l'Intérieur à mettre de l'ordre dans le domaine. Voilà. Nous avions adopté une loi qui interdit l'existence des partis politiques. Je ne rentre pas dans le fondement de l'importance ou non de cette loi, qui est une loi liberticide, parce que la liberté d'association, voilà, est une des libertés que le Congo a eu à ratifier un certain nombre d'instruments juridiques au plan international, voilà, qui fait que ces instruments-là s'imposent dans la République du Congo. Mais là encore, on n'est pas le débat, voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
il est important que dès le départ, que les associations puissent avoir une nature et qu'ils respectent l'objet de leur création. Donc, dans ce cas, vous pouvez être sûr que je partage totalement l'avis du ministre de l'Intérieur. Voilà. Nous partageons totalement l'avis du ministre de l'Intérieur. Pour nous, il est important que les associations qui sont des associations politiques doivent aujourd'hui se muer en parti politique. Comme moi-même, je suis chef de parti politique. Maintenant, ceux qui sont dans l'engagement citoyen, comme nous sommes dans l'engagement citoyen, doivent continuer dans l'engagement citoyen. Ceux qui sont dans le respect des droits de l'homme doivent continuer de faire la promotion des droits de l'homme. Ceux qui sont dans l'agriculture et autres doivent continuer dans leur domaine, dans leur objet social. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans le domaine. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que vous soutenez des gens, un régime qui semble vous mettre à l'écart du jeu d'action politique? C'est une question de notre internaute, Louisa Andaï, qui nous suit, je ne sais pas à partir d'où, mais Monsieur Manassé, lorsqu'on a été nommé pendant 9 ans vice-président dans une institution d'État, la CNI, lorsqu'on a été au gouvernement et qu'aujourd'hui on est député, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas partie des privilégiés de ce pays. Voilà. Je connais ceux qui étaient mes amis de l'école et qui étaient peut-être plus brillants, ceux qui étaient peut-être plus intelligents et qui sont parfois encore des chômeurs. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai eu la possibilité que le régime que vous semblez vouloir indexer m'ait donné assez d'opportunités pour que, depuis pratiquement 15 ans, que je sois porté par la main par ce régime. Donc, il ne faut pas confondre des choses. C'est pour cela que nous disons que nous tiendrons la promesse de soutenir le président jusqu'au bout, voilà, parce que pour nous, nous pensons que dans le parcours qui est le nôtre, nous avions eu la main du président de la République qui nous a tenus par la main pour nous accompagner jusqu'au moment où nous sommes. Donc, il n'y a pas d'amalgame sur la question et nous sommes très cohérents et nous savons ce que nous devons au pouvoir et ce que nous devons au président de la République. Alors, je vais donner la parole à mon confrère Lévan Valentin qui va certainement lui aussi vous poser peut-être dans le même champ d'action et nous allons évoluer sur d'autres questions. Lévan Valentin, à toi la parole. Merci Manassé. Monsieur Digne-Elvis Talisson, moi ma question serait sans doute de savoir, est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit le roman Au nom de l'amour? Parce que vous savez très bien que ce roman suscite aujourd'hui beaucoup de discours de la nocivité. La maison d'édition, le directeur de la maison d'édition Renaissance africaine et notamment qui est l'écrivain, comme il a publicité cela à la toile, dit simplement que ce n'est pas vous qui avez écrit ce livre. Moi, j'aimerais avoir aujourd'hui de votre propre parole la confirmation ou notamment la véracité des faits. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit ce livre? D'abord, merci. Je pense que vous me donnez l'occasion de rendre un hommage à un cadet très intelligent, très brillant. Voilà. Notre jeune cadet qui est aujourd'hui le représentant de cette maison d'édition. Voilà. Un cadet que je porte beaucoup. Et à l'image d'autres cadets à qui j'ai donné la possibilité dans ce pays d'avoir des carrières politiques et administratives. Parce que nous-mêmes aussi, nous avons eu la chance que les aînés nous portent par la main pour nous emmener dans des carrières. Voilà. C'est un cadet qui est très intelligent, avec qui j'ai travaillé pour ce livre, qui est Au nom de l'amour. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur l'origine de ce livre, mais dans la culture qui est la mienne, on peut laisser un cadet dire tout ce qu'il veut d'un aîné. Mais un aîné ne peut pas dire du mal d'un cadet ou bien encore le contredire en public. Voilà. Mais ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que nous avons des jeunes talents dans notre pays. Voilà. Nous avons des jeunes talents. Voilà. Et ce jeune est un jeune talentueux que nous devons encourager. Maintenant, nous allons laisser le temps au temps. Voilà. Il arrivera un moment où lui-même, en tant que personne, en tant que jeune cadre, il arrivera un moment où il voudra restituer les faits. Je ne dis pas que j'ai raison à 100%,
Voilà. Il se peut que je puisse avoir raison à 40%, à 50%, à 60%, mais les faits seront restitués, laissant le temps au temps. Mais cela ne nous empêche pas de reconnaître quand même aujourd'hui que nous avons des cadets qui sont très brillants et très intelligents. Voilà, je pense que la question reconnaissance, mais moi j'aimerais savoir juste, êtes-vous en bonne relation avec le Premier ministre congolais, Monsieur Clément Mwamba, parce que vous êtes sans ignorer que vous faites notamment partie de ces députés qui avaient simplement, en quelque sorte, demandé aussi sa démission, en disant que si vous avez failli en tant que ministre, c'est que le Premier ministre aussi congolais a failli. Bon, Lévan, il y a deux catégories de personnes que vous rencontrez dans la vie. Voilà. Il y a ceux avec qui vous avez des relations avant d'intégrer le gouvernement ou bien avant d'intégrer le Parlement ou avant d'intégrer une entreprise. Voilà. Il y a aussi d'autres que vous rencontrez dans le cadre du travail que vous effectuez. Donc, il est important que nous puissions restituer les choses. Le Premier ministre est pour moi un père, parce que moi je l'ai connu bien avant que nous ne soyons au gouvernement, parce que nous étions ensemble dans la dynamique Pona Écolo. Voilà. Mais je peux te dire que jusqu'aujourd'hui, nous avons gardé les relations à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il est Premier ministre du Congo. Il est très occupé dans le cadre de ce qu'il est en train de faire comme travail. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons ce qu'il a besoin aujourd'hui en tant que chef du gouvernement de la République du Congo, c'est que nous qui sommes des cadres, nous qui sommes des élus, nous puissions le soutenir à réussir sa mission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Il peut arriver, là encore, il faut que ça soit il peut arriver que dans les approches, voilà, dans les dossiers, dans un certain nombre de choses, que nous ne partageons pas le même point de vue. Il est normal que nous puissions avoir des débats politiques, mais qui peuvent être parfois des débats houleux. Mais cela ne remet pas en cause le respect qu'on a pour la personne. Cela ne remet pas en cause la volonté que nous avons à continuer à garder les relations que nous avons eues à tisser depuis des années. Voilà, donc c'était la question de Lévan. Je ne sais pas, Lévan, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet ou on peut passer à d'autres questions qui attendent votre invité? Oh, ma dernière question serait simplement de savoir si M. Din Elvis Tchalisson peut nous dire, nous les Congolais, s'il songe un jour à celui qui peut succéder à ce grand éléphant de la politique congolaise au sein de la famille politique dont il est aujourd'hui engagé. C'est-à-dire, je veux savoir s'il arrivait un jour, le président actuel du Congo ne puisse pas se présenter à une élection présidentielle. Quelle est la personne, selon vous, qui est capable à incarner sa succession? Merci, Lévan. Je voudrais que ça soit très clair dans la conscience de tous ceux qui nous suivent. Voilà. Pour nous, pour ceux de ma génération ou pour des personnes comme moi qui soutiennent l'action du président de la République, le président n'est pas l'une des options qui existent sur la table. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'options et que nous sommes là à vouloir choisir qui serait le meilleur pour nous. Non. Nous n'avons qu'une seule option. L'option, c'est Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, pour nous, nous ne rêvons pas. Nous pensons que s'il doit y avoir élection en 2021, voilà, après les périodes de turbulence que nous avons connues, après la période de crise que nous avons connue, il est important que nous puissions avoir aux commandes du Congo un homme d'expérience, un homme qui connaît les dossiers, un homme qui peut encore nous pousser à ce que nous puissions réussir à sortir le Congo de la crise où nous sommes. Donc, nous ne ferons pas de la politique fiction. Voilà. Pour le moment, pour les 5 ans à venir, donc à partir de 2021, nous allons demander au président Denis Sassou Nguesso de se présenter et de continuer à conduire le Congo dans notre longue marche vers le développement. Monsieur l'honorable, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, disait sur France 24, sa candidature n'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi vous vous engagez déjà à une course, à une bataille de pouvoir demander à celui qui, pour l'instant, dit que ce n'est pas à l'ordre du jour, de pouvoir se repositionner, se représenter à sa propre succession, à sa propre
succession. Non, mais il a raison. Il a raison parce que le président est concentré aujourd'hui à pouvoir faire sortir le Congo, non seulement de la crise économique et financière, mais aussi de la crise sanitaire à cause du coronavirus. C'est ça la préoccupation du président en tant que détenteur du mandat que le peuple lui a donné. Mais cela ne nous empêche pas à nous, qui sommes des citoyens, qui sommes des Congolais, de dire que à 7 mois de la présidentielle, voilà, nous pensons que nous devons aujourd'hui nous organiser à faire que le président Denis Sassou Nguesso puisse déjà être candidat et gagner des élections. Voilà. Donc, nous sommes là dans un jeu de rôle. Le président de la République est dans son rôle de président du Congo, en train de gérer le mandat que les Congolais lui ont donné. Et nous, en tant que citoyens, nous sommes dans notre rôle à dire que si nous devons continuer, voilà, nous sommes à 8 mois des élections, si nous devons continuer avec le président de la République. Êtes-vous sûr de pouvoir gagner cette bataille? Parce que, faut se le dire que aujourd'hui, l'opposition vous accuse enfin, vous étiez au pouvoir, vous êtes au pouvoir, puisque vous êtes député de la majorité, enfin, député qui soutient le président Denis Sassou Nguesso, même si vous refusez de faire partie de cette majorité. Mais aujourd'hui, on vous accuse de ne pas créer des emplois, et surtout vous les députés, vous ne posez quasiment pas des questions, les jeunes députés surtout, vous ne posez pas des questions essentielles au développement de notre pays, des questions sur l'emploi des jeunes. Vous, souvent, quand vous êtes à l'Assemblée, s'il faut dire, c'est oui, tout ce qu'on propose, c'est oui, et vous votez. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir convaincre les Congolais de réélire Denis Sassou Nguesso? Ben, je pense que c'est ça la nécessité de faire de la pédagogie. Voilà. Aujourd'hui, nous sortons d'une crise économique et financière très difficile. Voilà, vous vous souviendrez que lors du dernier discours devant le Parlement réuni en Congrès, le président disait, je cite, que après 4 années de récession, voilà, le Congo vient de sortir de près de 4 années de récession. Donc nous avons eu 4 ans, voilà, où nous avions eu une économie qui a passé des moments difficiles, et cette crise a eu des conséquences. Les conséquences, justement, c'est comme vous êtes en train de dire, nous avons des jeunes qui ont perdu des emplois. Voilà. Nous avons des jeunes qui avaient déjà un emploi, qui ont perdu des emplois. Nous avons des jeunes qui attendaient d'être recrutés, qui n'ont pas été recrutés. Voilà. Nous avons des jeunes qui attendaient des financements pour monter des startups et des projets, mais qui n'ont pas pu avoir ces financements. Nous avons des jeunes qui voulaient avoir des bourses d'études pour aller étudier à l'étranger, qui n'ont pas pu avoir ces bourses. Donc, pendant 4 ans, nous avons vécu une situation très difficile. Voilà. D'où la nécessité, comme nous le disons, que nous devons faire de la pédagogie. Donc, il est important qu'au stade actuel, voilà, tous ceux qui soutiennent le président de la République, l'ennemi n'est pas à côté de vous, l'ennemi n'est pas derrière vous, vos adversaires sont en face. Voilà. Donc, il est important que nous puissions faire de la pédagogie pour que nous puissions parler au peuple. Nous devons dire au peuple, nous devons expliquer au peuple et faire de la pédagogie. Personne ne peut dire qu'il a le monopole de la victoire du président. Personne ne peut le dire. Voilà. Cela ne peut être possible que si et seulement si nous tous, chacun en ce qui le concerne, peut être capable aujourd'hui de descendre et de faire de la pédagogie pour que le peuple comprenne que nous avons eu une période de crise. Le président de la République s'est battu pour qu'il n'y ait pas de salaire coupé, qu'il n'y ait pas la réduction d'effectifs au niveau de la fonction publique, qu'il n'y ait pas un certain nombre de choses, mais cela s'est fait aussi au détriment d'autres choses. D'où la nécessité de faire de la pédagogie. Et ça, c'est le rôle des cadres. Et nous, moi, en tant que député, voilà, avec des amis, l'honorable Ninon Gwamba et les autres, et nous faisons cette pédagogie-là, et nous nous donnons le droit et le devoir d'aller sur le terrain pour faire cette pédagogie, pour que le peuple comprenne. Donc, Elikia, c'est pour dire au peuple que quand il arrive, gardons l'espoir. Voilà. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est l'homme providentiel du Congo? Est-ce que vous n'avez pas l'accord avec le PCT, vous avez dit, ni avec la majorité présidentielle? Est-ce que l'UMP ne peut pas aller à la conquête du pouvoir? Une question posée par
par le coordonnateur des jeunes leaders du Congo, de côté de Paris, Kevin Gué, qui nous suit en ce moment. Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même aller à la conquête du pouvoir? Bon, il faut dire à mon frère et ami le cadet Kevin que nous sommes avec lui en première ligne. Nous devons être en première ligne pour soutenir d'abord le patron. Voilà. Une ambition se structure, une ambition s'organise. Voilà. Mon stade actuel, il est important pour nous de continuer à apprendre et apprendre à côté du président de la République parce que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Merci pour la réponse à cette question. Nous savons tous aujourd'hui que le monde est secoué par une crise sanitaire du Covid-19, coronavirus. Aujourd'hui, au Congo, le cas du Congo-Brazzaville, à moins de 150 cas, le gouvernement a décrété un confinement total de tout le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 cas, selon le bilan actuel, mais on nous emmène vers le déconfinement. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que vous pensez réellement que cette histoire de coronavirus est-elle réelle ou il y a quelque chose qui se cache? Vous êtes député, vous êtes l'élu du peuple. Est-ce que vous avez déjà pris l'initiative de questionner le gouvernement sur le coronavirus, le chiffre, la procédure, le plan du gouvernement de déconfinement, alors qu'à moins de 150, nous étions confinés, mais aujourd'hui, on permet quand même de déconfiner des gens à plus de 1000 cas du Covid-19. Alors, Manassé, il est important que nous puissions nous accorder sur un fait, c'est que la maladie ne quittera pas le Congo comme par un coup de baguette magique. Non, c'est pas vrai. Nous allons apprendre à vivre avec la maladie, mais cependant, il était important qu'un protocole soit mis en place pour maîtriser la procédure et puis la prise en charge des cas de Covid. Donc, le confinement n'avait pas pour objectif de mettre fin à la maladie. Non, le confinement avait pour objectif, en ce moment-là, de voir, bien évidemment, voilà, quels sont les mécanismes, quels sont les protocoles à mettre en place pour que nous puissions assurer la prise en charge de la maladie et voir comment lutter effectivement contre la maladie. Cela ne s'est pas fait seulement au Congo. Vous êtes aujourd'hui en France. Vous savez que il n'y a pas zéro malade du Covid dans les hôpitaux en France. Voilà. Il y en a toujours qui continuent à être contaminés. Il y en a toujours qui continuent à être malades. Maintenant, les protocoles étant établis, en ce moment-là, l'État a déconfiné pour permettre à ce que l'économie puisse reprendre. Vous savez, mon cher frère, lorsque vous avez passé plus de 4 mois, 4 années de crise économique et financière, voilà, et que vous avez dû pratiquement pendant 1 mois confiner tout un pays, les conséquences au plan économique ne peuvent être évaluées parce que les conséquences sont dramatiques. Voilà. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, avec la chute du cours des matières premières, nous ne pouvons soutenir notre économie qu'à travers la fiscalité. Or, la fiscalité, c'est le fonctionnement des entreprises, tant informel que dans le domaine du formel. Or, lorsque vous confinez totalement un pays, ça veut dire que non seulement que vous avez la chute des matières premières, mais là encore, vous aurez la chute aujourd'hui de la fiscalité au niveau global. Donc, du coup, c'est une situation qu'aucun pays ne peut tenir sur le long terme. Voilà. C'est ce qui fait que les États, au début, voilà, pour ce qui concerne la majorité des États, pour un début, ont d'abord confiné pour établir les protocoles, pour comprendre d'abord comment gérer la maladie. Et une fois qu'ils ont compris les modes de transmission, ils ont établi des protocoles, en ce moment-là, ils déconfinent parce qu'au moins, ils savent que si quelqu'un est malade, nous pouvons le gérer comme ça. Voilà la sensibilisation. Aujourd'hui, par exemple, si vous roulez dans Brazzaville, vous remarquez que pratiquement 99% des populations portent aujourd'hui des bavettes. Voilà. Mais c'est déjà une sensibilisation qui a été faite. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut que nous puissions dire dans ce qui est fait par le gouvernement, je pense qu'il est important que un certain nombre de choses soient prises en compte. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons des malades arriver au CHU et que la prise en charge n'est pas encore tellement effective à ce niveau. Il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis en place pour que le Congo puisse acquérir plus de matériel, voilà, pour la prise en charge des malades. Il est important que nous puissions
que le gouvernement puisse prendre en charge, que puisse mieux prendre en charge les gens, les personnes, les compatriotes qui arrivent à l'hôpital, parce qu'on ne devrait pas être en insécurité une fois qu'on a pu déjà quitter sa maison et qu'on se retrouve à l'hôpital pour se faire soigner. Mais monsieur l'honorable, est-ce que aujourd'hui la ministre de la Santé nous avait fait comprendre que les aspirateurs sont arrivés, les respirateurs, les appareils sont arrivés, mais aujourd'hui on voit quand même certains cadres mourir pour non-assistance parce qu'il manque ces respirateurs-là au sein de l'hôpital. Alors qu'on nous avait dit que les respirateurs sont déjà sur place, mais pourquoi ces respirateurs ne fonctionnent pas? Nous voyons, bon, nous avons vu Paul-Marie Pouet, vous avez échangé durement pendant le référendum qui est parti, personnel. Nous avons vu aussi un journaliste qui est parti. Il y a aussi un autre cadre politique qui est parti. Et il y a, ça, ce n'est que des noms politiques. Mais le reste des Congolais, des citoyens qui n'ont pas de nom politique, on ne sait pas combien de personnes sont parties. Aujourd'hui, on nous parle quasiment de plus de 80 morts, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas revu le dernier bilan, mais pourquoi le gouvernement n'arrive pas à être transparent sur cette question du coronavirus? Bon, là, Dieu merci, nous sommes encore à 1000 cas. Je pense que vous qui êtes en France, on est arrivé au moment où on était à 50 000 cas de contamination ou bien des gens qui étaient hospitalisés. Oui, le déconfinement, c'est fait pendant qu'il y a le pic. Voilà, donc chez nous, il y a l'augmentation, mais il y a le déconfinement. Donc, c'était plus grave. Voilà. On ne donne pas un chèque en blanc, hein, un chèque blanc au ministère de la Santé. Voilà. Mais il est aussi question que nous puissions encourager Madame la ministre de la Santé à redoubler d'efforts. Voilà. Il faut que nous puissions l'encourager à redoubler des efforts, encourager les médecins qui sont en train de travailler. En France, pratiquement pendant 2 mois, chaque 18 heures, nous avons vu comment les populations sortaient dehors pour encourager le travail qui était fait par les ambulanciers et les médecins. Voilà. Or, nous, chez nous, nous sommes dans la critique pour la critique. Non. Encourageons aussi, et en encourageant, faisons des observations. Et aujourd'hui, par exemple, nous devons dire aujourd'hui au ministère de la Santé qu'il est important que d'autres moyens, voilà, soient donnés à ce ministère de façon que nous puissions multiplier le nombre de respirateurs et tout ce qu'il y a. Voilà. Il n'est pas possible, il n'est pas évident que dans un pays de 4 millions d'habitants où nous avons 1000 cas de contamination à peu près, que nous ne puissions pas avoir au moins 500 respirateurs pour prendre en charge au moins 500 personnes. Voilà, nous sommes un État. La question, est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? Si on peut le faire, avec un peu de volonté, mobilisons les fonds de façon que nous puissions prendre en ligne de compte cette situation. Que le protocole qui a été mis en place, voilà, qu'il soit plus fluide, voilà, et que la prise en charge des malades se fasse avec un peu plus d'humanité, voilà, et qu'on ne voit plus ces images où vous avez des personnes qui arrivent à l'hôpital, vous avez des personnes. La question qui vous sera posée, allez-y. Voilà, vous avez des personnes qui arrivent à l'hôpital où la prise en charge n'est pas encore au niveau où nous souhaitons. Voilà, mais là encore, il faut que certains devoirs citoyens que nous tous nous pouvons contribuer pour que ce département qui s'occupe de ce secteur puisse doubler d'efforts. Voilà, cette question de Kevin Guier qui s'affiche à l'écran, la Chine a fait des dons au pays, le Madagascar également, je pense que le Maroc aussi. Où sont passés ces dons? Vous qui êtes député, est-ce que vous prenez le temps de questionner le gouvernement sur ces dons? Nous avons vu aussi des citoyens donner des dons, des entités, des institutions de l'État ou privées qui ont fait des dons au gouvernement. Où sont passés ces dons? Surtout le traitement malgache qui nous a été offert par le gouvernement du Madagascar. Où sont passés ces dons? C'est la question dont Kevin Guier pose à notre cher invité. Bon, je dois avouer que c'est quand même une question que beaucoup de gens la posent, hein, les Congolais, les citoyens posent beaucoup. Je dois avouer que la commission au niveau de l'Assemblée nationale qui s'occupe de cette situation, je ne me suis pas rapproché de cette commission, mais ce que je sais, c'est que les commissions au niveau du Parlement
travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Nous ne devons pas penser que nous avons dans notre pays des leaders qui sont aussi méchants. Voilà. Je pense que s'il y a des dons que nous voyons, je pense qu'aujourd'hui, il y a une redistribution qui est faite à ce niveau-là. Il y a de cela 2 semaines, j'étais à l'intérieur du pays. Voilà, nous avons vu justement un certain nombre de dons arriver dans les départements où on essaie de donner un peu de riz, un peu de ceci aux populations pour survivre. Mais au-delà de tout, mais c'est pas toujours ça. Voilà, c'est pas toujours ça, mais c'est pour cela qu'il faut que nous puissions dire à notre gouvernement de continuer à améliorer l'offre de santé, de continuer à améliorer les mécanismes de prise en charge, de continuer à améliorer parce que entre ce que nous recevons et ce qui se fait sur le terrain, il y a un écart. Et cet écart-là, je pense qu'on peut toujours la compenser. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais donner la parole à donc mon cher confrère, le co-animateur de cette émission Tribune d'honneur pour la journée d'aujourd'hui, Lévan Valentin. Tu as la parole face à l'honorable Elvis Digne Okombie-Talisson. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la dynamique Pona Ekolo et, s'il faut le dire, entre guillemets, président de l'UMP parce que l'affaire est encore au tribunal. Il a dit qu'il ne faut pas que très vite on lui ravisse l'UMP. Mais officiellement, administrativement, c'est que l'UMP n'existe plus, même si aujourd'hui, il continue à se battre pour récupérer l'UMP. Alors, Lévan Valentin, tu as la parole. Monsieur Digne Elvis Talisson, moi j'aimerais savoir, en tant que député, qu'est-ce que vous avez déjà proposé concernant ces étudiants congolais à l'étranger qui sont actuellement dans les difficultés vivrières immenses face simplement à cette crise sanitaire coronavirus où il y a eu tout un chamboulement concernant les Congolais vivant à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez proposé? Quelle est donc la solution en tant que député? Vous avez proposé ou fait voter comme loi vitale? Monsieur Lévan, je suis dans une posture assez difficile parce que j'étais membre du gouvernement, donc je connais les difficultés que traverse le pays. Voilà. Aujourd'hui, je suis député, donc je continue à comprendre que le pays est en difficulté. Et de la même manière encore, il y a des solutions tragiques qui se passent au niveau des charges, des obligations que l'État a vis-à-vis d'un certain nombre de nos citoyens. Vous avez parlé des étudiants, on peut parler des retraités, on peut parler d'un certain nombre, beaucoup de secteurs. Voilà. Non, il faut dire que c'est une situation difficile. Voilà. Mais je pense que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas légiférer sur ces domaines-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est que c'est le dialogue qu'on essaie de lier entre le gouvernement qui a la gestion du pays au quotidien et nous qui sommes des élus du peuple. Donc, nous qui sommes aussi chargés quand même d'accompagner le gouvernement et d'interroger le gouvernement sur ces questions-là. Tout ce qu'on peut faire au stade actuel, c'est de continuer à interpeller le gouvernement. C'est notre rôle en tant qu'élu de continuer à interpeller le gouvernement pour dire attention, nous avons des enfants, nous avons des cadets, nous avons des compatriotes qui sont à l'étranger, mais qui passent des moments difficiles. Rien n'est plus difficile, monsieur Lévan, que de se retrouver à l'étranger, voilà, au moment où on n'a pas de parents, au moment où on n'a pas d'autre alternative que d'attendre que l'État puisse vous payer une bourse et que vous passez 2, 3, 4, 5 mois sans avoir cette bourse-là. C'est une situation tragique. Voilà, c'est une situation tragique. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à vouloir faire un clin d'œil du côté du gouvernement pour dire, au moment où vous pensez aux fonctionnaires au Congo, pensez aussi à ces étudiants qui sont à l'extérieur, qui passent des moments très difficiles. Ma dernière question serait donc de savoir, en votre qualité de membre de la Commission nationale des élections représentant les partis du centre, pouvez-vous nous dire pourquoi le journal officiel de la République du Congo n'a jamais publié les résultats définitifs de l'élection présidentielle de mars 2016, bureau de vote par bureau de vote, comme le stipule la loi à ce propos? Ah. Mais ben, ça fait 4 ans que je ne suis plus à la CENI, je suis maintenant député. Alors, mais quand même, je peux te dire que la loi électorale du Congo, nous avons l'une
des meilleures lois au monde. Voilà. La loi chez nous est claire sur la question. Les résultats des bureaux de vote sont publiés après chaque scrutin devant chaque bureau de vote. Voilà. Les délégués des candidats ont le devoir, ont le droit d'exiger d'avoir les PV des résultats qu'ils doivent emmener chez leurs candidats. Voilà. Et puis, le Congo est allé encore plus loin. Le Congo est peut-être le seul pays au monde où les assesseurs dans les bureaux de vote sont partagés par rapport aux composantes politiques qui existent dans le pays. Donc, vous avez dans le bureau de vote un représentant qui représente la majorité, l'opposition, le centre et la société civile. Et en dehors de ça, chaque candidat a le droit d'avoir encore un délégué dans le bureau de vote qui vient le représenter. Donc, dans un bureau de vote, si vous êtes de l'opposition, vous avez non seulement votre délégué de l'opposition qui est dans le bureau de vote, mais vous avez encore un délégué qui vous représente. Tout ça, ça a été fait par rapport à un certain nombre de dialogues qui ont été organisés dans ce pays. Voilà, et où nous sommes arrivés à ces conclusions. Donc, c'est toujours pour emmener plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Voilà, donc on ne peut pas avoir plus de transparence que ça. Maintenant, c'est un problème d'organisation. Voilà. Je prends un cas de figure. Lorsque vous êtes dans un scrutin comme la présidentielle, vous avez par exemple plus de 6000 bureaux de vote. Voilà. Vous avez des candidats qui se trouvent dans 1000 bureaux de vote et il y a quand même 5 bureaux de vote où il n'est pas présent. Voilà. C'est pour cela que je disais tout à l'heure à nos amis qu'une ambition s'organise. Voilà. On ne s'aventure pas parce que on a vendu une parcelle à 25 millions et qu'on a trouvé la caution et qu'automatiquement on se dit candidat à la présidentielle. Le Congo, c'est 342 000 km². Voilà. Pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir la capacité de faire les 342 000 km², d'avoir les représentants dans les 6 000 bureaux de vote et d'aller dans les localités ou d'avoir des délégués dans les localités qui puissent vous représenter. Ça coûte énormément d'argent. Voilà, la démocratie coûte énormément d'argent et souvent beaucoup de candidats, ce qui est dommage, beaucoup de candidats qui se présentent à ces élections n'ont pas assez de moyens pour couvrir tout le pays. Et tu peux me croire que tant que nous n'aurons pas des candidats capables de couvrir tout le pays, ils ne pourront jamais être élus dans ce pays. Jamais. Voilà. Parce que pour être élu, il faut être partout. Parce que vous devez avoir des PV, vous devez être représenté, vous devez ne plus que gérer vos électeurs qui se trouvent dans ces localités-là. Voilà. Or, souvent chez nous, on essaie de voir, hein, voilà. Chacun va dans son village, essaie d'organiser ses parents et ça se dit candidat à la présidentielle. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est de la tricherie. Ça, c'est voilà, ça, c'est de la tricherie. Voilà, ça, c'est de la tricherie. Oui, allez-y. Allez-y. Est-ce qu'on peut savoir, monsieur Jean Elvis Tchalisson, s'il y a des contaminés du coronavirus en Ango? Et si oui, quel est le nombre? Et quelles sont les précautions sanitaires qui ont été prises pour faire à ce que cette... Je pense que l'honorable a répondu à cette question. Ah, il a déjà répondu à la question. Peut-être que votre micro n'était pas allumé. Oui. De savoir le nombre. Alors, qui a si vous avez encore les questions, moi, j'aimerais qu'il puisse me répondre quand même. S'il y a des malades à Ango. Non. Le département des plateaux aujourd'hui n'est pas touché par le corona. Au stade actuel, non. Donc, on peut aller vivre au plateau. On peut aller vivre dans votre circonscription électorale à Ngo la boussole. Ben, nous faisons de la sensibilisation. Voilà. Au stade actuel, nous faisons de la sensibilisation parce qu'il est important que les populations comprennent que l'unique manière de pouvoir gérer la maladie, c'est les mesures barrières. Voilà. Et on n'a que ça d'abord pour se protéger. Le reste, ce ne sont que des solutions palliatives. Mais il est important que les populations de 342 000 km², nous puissions être conscients qu'il y a les mesures barrières. Et sur la question, nous avions fait des campagnes de sensibilisation, des vidéos, des appels, machin, tout ça, pour que nous puissions informer les populations du Congo en général, voilà, il est important que nous puissions nous organiser pour que la sensibilisation soit plus effective. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des questions essentielles. Monsieur l'honorable, avant de vous quitter,
avant de nous quitter, alors j'aimerais savoir, aujourd'hui le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, sur France 24, toujours la même interview, disait qu'ils ont libéré 350 prisonniers de droit commun, qu'on n'a d'ailleurs jamais vu d'ailleurs à des écrans, à la chaîne nationale, à Diar TV, à Vox TV, etc. Mais aujourd'hui, nous avons un prisonnier qui se dit que l'opposition réclame prisonnier politique et que le gouvernement dit prisonnier de droit commun, M. Jean-Marie Michel Mokoko, qui serait gravement malade. Là, on vient de me dire qu'il a été exfiltré pour l'hôpital et qu'on l'a ramené à la maison d'arrêt. Amnesty International, hier, a publié un message très dur à l'encontre du gouvernement demandant la libération immédiate de Jean-Marie Michel Mokoko pour des raisons de santé. Est-ce que le gouvernement, vous qui êtes au niveau du Parlement, vous ne vous posez pas des questions pour savoir pourquoi le gouvernement, le président de la République, pardon, ne prend pas une décision courageuse de libérer, en l'occurrence, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salsa, puisqu'ils sont eux aussi des prisonniers de droit commun. Ils devaient faire partie des 350 prisonniers fictifs de droit commun, s'il faut le dire, que le gouvernement aurait libéré, que le président de la République aurait libéré. Je pense que nous sommes à 3. Je pense que nous étions encore à l'école primaire que Jean-Marie Michel Mokoko était déjà chef d'état-major de notre pays. Voilà, nommé par le président Sassou. Nous n'étions encore au collège ou quoi que André Okombi Salsa était déjà ministre dans le gouvernement du président Sassou. Voilà, donc je pense que c'est des dossiers très sensibles. Qui engage quand même des personnes qui ont travaillé ensemble pendant des années. Voilà, je crois que si nous devons gérer ce genre de dossier, il est important que ceux qui sont à la gestion de ce genre de dossier prennent en ligne de compte plusieurs paramètres. Voilà, si on prend en ligne plusieurs paramètres, la démarche peut être mieux bâtie. Voilà, que de donner des avis qui soient parfois déplacés. Je pense que c'est un avis que je peux donner comme ça. Si cette question vous a été posée, c'est tout simplement parce que vous êtes député, vous êtes l'élu de Ngo et donc vous êtes député national, vous êtes quand même censé suivre toutes ces questions aujourd'hui avec la publication de Amnesty International qui demande la libération immédiate de Jean-Marie Michel Mokoko pour des raisons de santé. Je pense que vous, au niveau du Parlement, il faut quand même aussi questionner le gouvernement. Pourquoi continuer alors qu'il est condamné, il serait même plus candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Dean Elvis Okombi Talisson, je vous laisse dire votre dernier mot pour cet entretien. Nous sommes quasiment à 58 minutes de notre entretien. Nous avons 1 heure d'entretien, donc il nous reste 3 minutes. Je vous redonne la parole. Merci. Donc, je remercie Manassé pour l'invitation et Levan. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons le devoir de créer ce genre de tribune où nous pouvons échanger avec élégance et respect mutuel. Dans 10 ans, nous serons encore ensemble en train de militer ensemble, de faire la politique ensemble. Voilà. Il est important que nous puissions créer les conditions de ne pas hériter des conflits qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Trouvons le temps de créer nos propres contradictions. Voilà. Si demain nous devons avoir des contradictions, et c'est un message que je voudrais donner à tous les jeunes, voilà. Si demain nous devons avoir des contradictions, nous ne devons pas avoir des contradictions en héritage. Nous devons trouver le temps de créer nos propres contradictions. Si nous devons ne pas être d'accord sur quelque chose, nous devons laisser le temps nous créer ces problèmes. Donc, cela nous appelle peut-être à une attitude plus collaborative. Voilà, plus collaborative, je vais dire. Donc, j'appelle les jeunes à une prise de conscience. Voilà. Je voudrais dire à nos amis de l'UMP de continuer à croire qu'il y a Dieu dans cette histoire et que d'ici là, nous allons repartir dans notre longue marche. Je voudrais rappeler à nos amis de Pona et Polo que nous ne sommes pas une association politique. Voilà. Donc, ils n'ont pas à se sentir indexés
de la note que notre aîné, le ministre de l'Intérieur, a eu à prendre. D'ailleurs, sur la question, le comité directeur de Pône-École va se réunir lundi, voilà, pour que nous puissions repréciser très bien l'objet de notre campagne. Comme là, aujourd'hui, vous avez vu que nous avions une descente à Talangaï, nous avions lancé la campagne d'adhésion à la dynamique. Voilà, les termes qui posent problème, voilà, il faut laisser tout ce qui pose problème, voilà. Voilà, nous n'avons pas le temps de contradiction. Travaillons d'abord, allons travailler et nous aurons le temps peut-être après de nous asseoir pour discuter, mais pour le moment, allons d'abord travailler. Voilà, c'était donc le mot de la fin de notre invité. Je rappelle que M. Digne Elvis Okombi-Talisson est donc l'élu de Ngo et député national à l'Assemblée nationale. Et j'étais assisté de Lévan Valentin. Chers internautes, c'était un plaisir. Merci beaucoup à Lévan du côté de Paris. Lévan. Merci Manassé. Merci aussi à Digne Elvis Talisson. Merci. Merci, honorable Elvis, de pouvoir nous accorder cette interview, de pouvoir répondre favorable à notre appel d'interview. Merci, digne Elvis Okombi-Talisson, honorable. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien et donc à nous revoir au prochain numéro avec notre prochain invité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et ciao.